pensez-vous de la tentative d'assassinat de Donald Trump? À mon avis, ça a augmenté ça donnait à Donald Trump une certaine priorité dans l'opinion publique américaine, mais on verra comment il va se présenter contre Kamala Harris, qui maintenant représente le camp démocrate. Pour nous, c'est, à mon avis, n'importe quel président américain, il est surtout intéressé par les États-Unis et pas par le monde multipolaire. Mais en fait, n'importe quelle issue des élections américaines montre à l'Europe, met à l'Europe dans une situation difficile. Parce que l'Europe a perdu son souveraineté, entièrement plongée sous la politique américaine, et maintenant, avec Trump ou avec Kamala Harris, n'importe qui, ça serait difficile de reprendre de nouveau la voie de l'Europe. Donc la candidature de Kamala Harris, vraiment, c'est toute récente. Elle a été validée en quelque sorte par Soros, puisque j'ai vu hier sur X la photo d'Alexandre Soros et Kamala Harris, donc le monde libéral américain et pas que, valide la candidature du futur candidate démocrate. Ouais. Que pensez-vous des élections en général? Est-ce que finalement, c'est vrai que j'ai entendu déjà parler de ça, que peu importe quel candidat, peu importe quel président, ça va rien changer, ni pour le cours de la guerre en Ukraine, ni pour les relations bilatérales entre la Russie et les États-Unis, ou peut-être quand même Donald Trump pourrait être, entre guillemets, un candidat plus pacifique pour la Russie? Pour nous, à mon avis, ça ne change pas grand-chose. Pour les États-Unis, la façon dont ils ont présenté une nouvelle candidature démocrate, c'est assez rigolo parce que ça nous montre vraiment le triomphe de la démocratie quand il y a déjà des gens qui ont donné de l'argent pour M. Biden et du coup, on ignore leur opinion, on met Madame Harris devant dans le camp démocrate. À mon avis, ce qui est important pour les États-Unis, c'est leur notion de la démocratie. Et cette notion de la démocratie, on voit que c'est une vitrine. En fait, il y a des groupes d'influence qui gouvernent les États-Unis, en fait, qui gouvernent le monde. Parce qu'aujourd'hui, l'Europe occidentale est entièrement sous l'influence des narratifs américains. Donc ce groupe, on voit même si le président Biden ne comprend pas où il est, il y a toujours ses conseillers, il y a toujours Blinken, Sullivan, les autres plus jeunes qui en fait tournent ce mécanisme et on voit que c'est pas un mécanisme démocratique, c'est pas un mécanisme qui s'appuie sur la confiance des électeurs finalement. Ça s'appuie sur le capital, mais sur certains groupes d'influence américains. Et à mon avis, leur intérêt, c'est de continuer à soutenir l'Ukraine contre la Russie, parce qu'affaiblir la Russie, c'est le but stratégique des États-Unis dans ce conflit. Et leur atteint, à votre avis? Non, non. En fait, ils ont pensé que avec les sanctions, avec les tentatives d'isolation de la Russie, qu'ils peuvent faire quelque chose, mais ça n'a pas marché. Finalement, les sanctions, ils tapent sur les pays qui ont entamé les sanctions contre la Russie. L'isolation, c'est pas le cas, parce qu'on a les relations avec tout le monde entier, sauf un petit morceau qui s'appelle l'Europe occidentale et les États-Unis et Canada. Bon, s'ils ne veulent pas, on s'en fout. Pour revenir à Le Temps, Der Spiegel, un média allemand, a consulté le document confidentiel selon lequel l'Allemagne préparerait un effort logistique gigantesque qui vise à permettre le passage en quelques mois de 800 000 soldats de l'OTAN sur son territoire pour après en route pour défendre l'Europe de l'Est contre la Russie. On est en... Bon, s'avère, ce sont les vraies informations, parce que quand même Der Spiegel est un média assez important.
Qu'est-ce que ça veut dire exactement en été 2024? Est-ce que c'est l'Allemagne qui voudrait prendre une revanche en quelque sorte sur sa défaite contre les Russes? Non, à mon avis, c'est des manœuvres à l'intérieur de l'OTAN, mais ça nous prouve encore une fois que l'OTAN, c'est pas un bloc défensif, parce que c'est ce qu'il dit Spiegel, c'est que les Allemands, ils revisent les routes afin qu'ils puissent faire passer l'armée sur les routes, sur l'infrastructure allemande, infrastructure routière. Cela veut dire quoi? Drac nach Osten numéro 2. Une fois, ils ont déjà essayé de faire ça en 1941, et ça se terminait au Berlin en 1945. Donc j'espère que les Allemands ils vont pas répéter les mêmes fautes. Mais si s'ils ont besoin de reviser les routes, à mon avis, c'est très bien. Nous, on n'a pas les routes ici en Russie préparées pour 800 000 soldats de l'OTAN. On a seulement quelques routes pour évacuer les soldats de l'OTAN tués en Ukraine. Et malheureusement, ça se passe chaque jour. Vous êtes en train de communiquer parler avec les dirigeants de l'OTAN? Non, on n'a pas des contacts avec l'OTAN depuis en fait 2014. Donc l'OTAN ne veut pas un dialogue avec la Russie, et donc tous les discussions, toutes les communications sur la sécurité européenne sont aujourd'hui interrompues. On verra bien après notre victoire en Ukraine qu'est-ce que ça va donner au niveau de la sécurité européenne. C'est sûr qu'il y aura des nouvelles consultations et des nouvelles conditions de la sécurité européenne. Parce que la Russie, c'est le plus grand pays de l'Europe, je dis ça toujours pour que les gens n'oublient pas la géographie. Et le petit morceau de l'Europe qui s'appelle l'Europe occidentale ou l'Union européenne, il ne peut pas dicter sa volonté à n'importe quel pays, surtout à la Russie. Nous avons parlé du président Zelensky quand on s'est vu la dernière fois en novembre 2023. À l'époque, il ne s'agit pas du tout des négociations. On sait très bien qu'ils ont été sabotés en mars 2022 notamment. Après, il y a un mois, 2 mois, le fameux sommet pour la paix, mais sans la Russie. Et aujourd'hui, apparemment, Zelensky est prêt à négocier avec la Russie. Comment vous voyez cette future potentielle négociation? Parce qu'à un moment donné, ça doit arriver. D'abord, Zelensky et compagnie, ils ont voté la loi qui leur interdit toute négociation avec la Russie. Donc pour discuter de négociation, il faut en fait reviser cette décision du Parlement ukrainien. Deuxièmement, Zelensky est un président illégitime, son mandat est terminé. Pour la Russie, il ne représente pas le peuple ukrainien. Son rhétorique est compréhensible parce que même Boris Johnson, qui lui a donné l'ordre d'aller jusqu'au bout, faire la guerre contre la Russie au moment des négociations d'Istanbul, même Johnson est allé voir Trump pour consulter à probable variant qu'est-ce qu'on peut proposer à les Russes pour terminer la guerre. Donc pour Zelensky, c'est le moment difficile parce que il s'appuyait pas sur le peuple ukrainien, mais il s'appuyait toujours sur le soutien américain et le soutien de l'Occident en général. Aujourd'hui, on voit que ce soutien n'est plus là, donc il est un peu dans l'air, et c'est pour ça que il commence à dire voilà, on peut pas, cette guerre est très difficile pour l'Ukraine. Évidemment, c'est très difficile. Il y a certains dirigeants européens qui voudraient améliorer et surtout accélérer ce processus de négociation, notamment Viktor Orban qui a fait toute une tournée en faveur de la paix. Est-ce que vous pensez que finalement les personnes comme ça, il y en a plusieurs, ils voudraient également contribuer à être avec la Russie pour négocier? Tout l'effort pour revenir à la diplomatie, c'est bien. Mais nous, on doit d'abord attendre les buts de notre opération militaire spéciale. Deuxièmement, malheureusement, je dois constater que les leaders européens n'ont pas ni le mandat ni la souveraineté pour négocier la paix du côté de l'Ukraine, de la Russie. Même M. Orban, il a
toujours fait son tournée pour donner